accueil très sympathique. Je viens aussi d'une manière, j'espère, très modeste, très humble, parce que je représente un petit pays de 5 700 000. Mais ça a été très intéressant de passer 2 jours ici et je pense que ma présentation va vous raconter une histoire où on dit on ne peut pas transformer le système de santé sans vouloir aussi réaménager le territoire. Parce que, oui, je vais voir si ça fonctionne. Je ne connais pas ce système. Est-ce que c'est le... Pardon. Comme ça, oui. Je viens du Healthcare Denmark, qui est un partenariat public et privé. Notre mission, c'est de faire le dialogue avec les pays qui nous entourent, avec le monde entier. Nous recevons 40 délégations internationales par an. L'an dernier, 7 ministres de santé, parce que nous sommes un petit pays. Nous savons que nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes. Ce n'est pas le dialogue, de renforcer le dialogue et pas de s'enfermer soi-même. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous apprenons beaucoup et aussi nos hôpitaux, nos directeurs des hôpitaux sont très contents de ces visites parce qu'on sait plus qui on est soi-même quand on a un dialogue avec les autres. Je sais que je suis dans un pays de républicains, mais je veux seulement mentionner que nous sommes fiers d'avoir une princesse héritière, Marie, comme notre patronne. Nous sommes aussi fiers d'avoir des healthcare ambassadeurs et maintenant Cédric Arcos, délégué général par intérim de FHF, est parti. Mais il est un de nos 12 ambassadeurs qu'on rencontre tous les ans et avec qui on fait des dialogues. Nous avons beaucoup parlé pendant ces 2 jours que tous les pays sont confrontés aux mêmes défis de la santé. Sur la côté gauche, vous voyez que nous devons changer la façon dont nous fournissons des soins de santé dans le futur. Parce que aussi, chez nous, nous n'avons pas assez d'argent d'impôts pour payer les soins de santé, même dans les années 2020. Par conséquent, nous sommes mis l'accent sur la détection précoce des maladies graves, sur la prévention, mais aussi sur l'autonomisation de patients et l'implication des patients s'ils ont une maladie. Nous mettons aussi l'accent sur la technologie au service du bien-être et nous avons beaucoup des initiatives stratégiques que je vais retourner. Mais aussi pour vous dire que nous ne voyons pas les hôpitaux comme un silo. Nous disons au Danemark que les systèmes de santé consistent des 3 différents systèmes, ça veut dire les hôpitaux, les médecins généralistes, et aussi les municipalités, parce qu'une municipalité en moyenne au Danemark a 50 000 habitants. Et c'est aussi grâce à ça que nous avons des milieux de professionnels qui peuvent livrer de l'assistance à la maison et qui peuvent collaborer. En 19 098, nous avons eu 98 hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons environ 40. Et comme je vais vous raconter sur notre programme d'hospitalier, nous allons finir dans quelques années avec 30 hôpitaux. Alors, on a eu des hommes politiques qui ont eu du courage de fermer les hôpitaux. Si vous rencontrez certains de ces hommes, ils disent, oui, il y a eu des endroits où on n'était pas très bien vus, les mairies, mais les gens acceptent. Et ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, on a beaucoup parlé aussi de valeurs, et je pense qu'au Danemark, nous avons un contrat social, nous avons une grande confiance, et même
qu'on a accroît la productivité des hôpitaux et nous gardons encore les citoyens danois satisfaits de leur vie et de leurs services de santé. Nous avons aussi beaucoup parlé pendant ces 2 jours du plateforme brûlante. Alors, je ne veux pas parler de tout sur cette image, mais oui, nous avons une révolution numérique. Les hôpitaux au Danemark sont presque totalement numériques. On communique avec les médecins généralistes, avec les municipalités, les professionnels de santé dans les municipalités sans papier. Si j'ai été malade, mon médecin généraliste peut lire mes données médicales. Moi-même, j'ai accès sur une plateforme et ça a été très important pour nous. Nous savons aussi qu'une plateforme brûlante et aussi les nouvelles générations qui eux-mêmes sont très en informatique, qui eux-mêmes demandent, sont sur Google, pensent qu'ils savent encore mieux que les médecins quand ils arrivent. Alors nous sommes forcés à changer notre système. Alors d'une manière très provocative, ce que nous sommes en train de faire au Danemark, c'est de dire aux citoyens, restez à la maison. Ça veut dire évidemment tous ceux qui peuvent rester à la maison, tous ceux qui ont besoin d'être traités dans un hôpital très spécialisé doivent le faire. Mais c'est quelque chose qui est dit ouvertement partout. Je veux dire un peu sur le travail en cours au ministère de la Santé, le droit à un diagnostic rapide de traitement. Nous avons un maximum d'attente de 30 jours avant d'avoir un diagnostic. Nous n'avons pas été parmi les meilleurs pour le traitement de cancer. Ça veut dire que nous sommes, pour une 4e fois, nous avons lancé une nouvelle stratégie avec une approche holistique et cohérente. Mais nous savons aussi que, comme chez vous, nous avons des patients médicaux âgés qui ont plusieurs maladies chroniques. Alors, nous avons fait un nouveau plan d'action. Nous venons de lancer un plan d'action pour la démence. Et ça, c'est un exemple aussi où on dit que, oui, nous avons un système public, mais nous ne pourrons rien faire sans travailler avec la société civile, avec les familles, de garder les personnes avec démence aussi à la maison, demande qu'on ait de l'aide de la société civile et qu'on peut aller dans des centres, dans les municipalités, peut-être la journée et avoir un peu de temps libre si on a un membre de sa famille qui a une démence. Nous sommes aussi sur un voyage vers de santé fondée sur la valeur. Nous n'avons pas encore la réponse sur ça, mais c'est très important pour nous de demander quelle est la qualité pour les patients, que ce n'est pas uniquement d'augmenter l'activité, ce qu'on a fait pendant des années. Maintenant, je veux passer de vous donner une introduction du système danois. J'ai dû vous emmener, je pense, une carte sur le Danemark. Je l'ai oubliée, mais je vais vous montrer. Nous avons, comme vous savez, un système public basé sur les principes d'accès universel et gratuit pour tous les citoyens. Nous avons un système qui est 85% financé par des impôts. Le reste, les 15%, c'est surtout pour les soins dentaires, les médicaments, et c'est financé par les citoyens. Nous n'avons pas beaucoup, on a un seul hôpital privé et puis 50 petites cliniques. Alors on est presque entièrement public. Il y a 10 ans, nos hommes politiques au Parlement ont décidé de faire une réforme. Et oui, il y a 12 ans qu'ils ont commencé et on pensait, j'ai travaillé à ce moment dans un département, j'ai aussi travaillé pour le ministère,
Mais on avait, au niveau régional, on avait 13 départements. On a fermé des départements, on est allé du 13 à 5. Ça veut dire qu'une région au Danemark a environ 1 million d'habitants. Nous avons aussi fermé des municipalités. Nous avons eu 271 municipalités. Aujourd'hui, nous avons 98. Et c'est les régions danoises qui gèrent et qui sont propriétaires des hôpitaux. Et au niveau local, les municipalités, ils ont eu aujourd'hui les initiatives de prévention ainsi que la rééducation, je pense que vous dites, et les soins à domicile et le maintien à domicile des personnes âgées. Pour les EHPAD, en moyenne, nous avons 84 ans avant d'aller dans un EHPAD au Danemark. C'est la dernière station avant de mourir. On reste 2 à 3 ans. Et 80% des gens qui sont dans une EHPAD au Danemark ont une démence. Oui. Je sais que je suis à une conférence de... peut-être je suis passée un peu trop vite. D'hôpitaux. Mais oui, je veux dire que la majorité des dépenses de santé publique sont utilisées par les régions et environ 10% est dépensé pour les médecins généralistes qui sont libérales et 25% sont utilisés dans les municipalités. Et vous voyez que nous avons, la France et le Danemark, presque le même dépenses de santé publique et représentant environ 9% du produit national brut. Et là, c'est pour vous montrer que, en moyenne, on reste 3 jours dans un hôpital au Danemark. Mais quand nous avons fini la construction de nouveaux hôpitaux que nous sommes en train de faire, on pense qu'on va rester 2 jours. Ma mère, qui a 80 ans, vient de sortir de l'hôpital avant Noël. Elle avait cassé la jambe. Elle est restée 2 jours et après, elle a passé 6 semaines dans sa municipalité à réapprendre à marcher avec des kinésithérapeutes avant d'aller chez elle. Alors, nous pensons que des silos où les hôpitaux sont des îles à part, ça n'existe plus chez nous. Nous avons un système de santé collaboratrice et c'est très important pour nous. Peut-être, je sais pas, toi aussi, avant que je continue, mentionner que nous faisons tous les ans au niveau du ministère de Santé des accords avec les régions et les municipalités sur le financement. Et ce qui est intéressant, c'est que les municipalités financent 20% des budgets de santé des régions. Et ça veut dire que les municipalités savent qu'ils doivent faire en tel que les citoyens de leur municipalité doivent revenir aussi vite que possible. Et les régions n'ont pas le droit de collecter des impôts, ils sont uniquement financés par l'État et par les 20% des municipalités. Les municipalités ont le droit de collecter aussi des impôts. Et pourquoi nous sommes en train de construire 16 hôpitaux. Parmi les 16, il y a 6 nouveaux hôpitaux, 5 nouveaux hôpitaux universitaires. Mais pourquoi nous sommes en train de construire 8? Parce qu'il y a 40 ans que nous avons construit les nouveaux hôpitaux la dernière fois. Nous savons qu'il nous faut une nouvelle infrastructure hospitalière, une concentration de spécialités dans les hôpitaux plus grands et plus puissants. Chez nous, c'est très accepté qu'on préfère d'aller dans un hôpital où il y a un bon spécialiste que d'aller dans un hôpital où on n'a pas de bons médecins. Alors, les citoyens acceptent qu'il y a 1 heure pour aller à un hôpital et même ça peut être 2 heures pour aller dans l'hôpital universitaire.
Nous pensons aussi que quand nous avons fini de construire d'ici 6 ans, que oui, on va avoir 30 hôpitaux, mais on va avoir seulement 21 hôpitaux avec des services d'urgence. Nous avons beaucoup de délégations qui viennent voir nos urgences parce que nous avons mis en place des services d'urgence conjoints et on a aussi décidé que ce n'était pas comme quand j'étais jeune, que si on allait aux urgences, il y avait des jeunes médecins toutes seules. Aujourd'hui, nous avons les spécialistes au front qui reçoivent les malades et qui assistent les jeunes. Et nous travaillons beaucoup aussi sur les soins d'urgence préhospitaliers. Tout ça pour avoir un flux de patients meilleur et plus cohérent, pour avoir un diagnostic plus rapide et aussi une meilleure utilisation de ressources. On peut nous critiquer parce que nous sommes en train de construire les hôpitaux en même temps. Alors, on sait aussi que ce principe du miel, que tous les abeilles vont vers le miel, comment on pouvait faire ça? Oui, on a fait une équipe d'experts combinée du gestion des hôpitaux, la recherche, les architectes, les entreprises, et nous avons précisé les exigences générales pour les nouveaux bâtiments, et puis on a fait des concours régionaux, ce qui fait que les régions ont dû présenter et proposer des projets et ont dû être critiqués. C'est vrai que nous avons 5 régions, mais il faut aussi que je vous dise que depuis le jour qu'ils ont commencé à vivre, en 2007, il y a eu certains partis politiques qui ont dit « mais on peut fermer les régions ». Et ça, personnellement, je suis de l'avis que ça a fait que les régions travaillent bien ensemble. Ça veut dire que les régions utilisent les uns les autres pour dire « oui, si une région fait des expertises en logistique, d'organisation, les autres le reprennent ». Nous sommes en train de faire un plan de télésanté nationale où une région a eu des années d'expérience et maintenant tout le pays va avoir du télésanté national pour les maladies pulmonaires au début, mais aussi pour d'autres maladies chroniques. Je pense en fait que parce que les régions ont été contestées, ils ont été obligés à travailler ensemble et que dans une région, le directeur d'un hôpital n'est pas le roi. Les directeurs des hôpitaux se rencontrent toutes les semaines avec la région et un directeur dans un hôpital n'est pas seul parce qu'il est aussi avec un chef médecin et une chef infirmière. Alors, ils sont à 3, ils doivent faire le management à 3. Oui, là, enfin, vous avez une image de notre petit pays qui est situé, si vous ne le savez pas, au nord de l'Allemagne. Et nous n'avons pas l'ours blanc dans les rues, mais il ne fait pas beau comme ici. Et alors, les 16 hôpitaux seront le fer de lancer des soins de centrés sur les patients. Et c'est des partenariats publics-privés. Depuis 1930, nous avons beaucoup travaillé ensemble avec le privé, mais comme j'ai dit, on a un seul petit hôpital privé, mais nous sommes en train, par exemple, pour les soins de diabète, comme on a entendu tout à l'heure, on a peut-être ce que vous connaissez, Novo Nordisk, qui font des médicaments. Ils ont offert maintenant aux 5 régions des nouveaux centres de diabète qui sont en construction publique-privée. Et c'est aussi des centres qui vont travailler activement avec la prévention. Nos hôpitaux essayons vraiment d'utiliser les nouvelles innovations, pas uniquement d'être créatives, mais aussi d'utiliser le design danois avec beaucoup de lumière et la technologie verte. Et là, c'est juste pour vous dire que environ 20% du budget des hôpitaux nouveaux doit être utilisé pour la technologie et le médico-technique et une population hospitalière pour les services d'urgence est environ 300 000, 350 000. Et
Nous avons un budget total de 5,6 milliards d'euros et le gouvernement finance 60%, le reste est financé par les régions. Et on demande aux nouveaux hôpitaux de faire une gain d'efficacité de 4 à 8% sur l'activité future. Depuis 10 ans, on a demandé tous les ans aux hôpitaux de réduire avec 2%. Et ça, on vient juste de nous suspendre parce que maintenant, nos services professionnels trouvent peut-être que ça commence à être au niveau un peu plus. Mais nous sommes en arrivée. Oui, et là, c'est juste pour vous montrer que ça, c'est tous les différents hôpitaux que nous sommes en train de construire. Il n'y a que 2 qui viennent d'être finis. Et je vais juste vous montrer que là, c'est un nouveau hôpital psychiatrique. Comme chez vous, on a beaucoup de problèmes au niveau mental, comme en toute Europe. Et nous avons construit 3 nouveaux hôpitaux psychiatriques avec beaucoup de lumière, des jardins. Et la manière qu'on construit au Danemark, ce n'est pas uniquement de dire aux professionnels on doit vous écouter. Non, on fait l'innovation avec les patients, avec les malades. Pour nous, c'est très important que ce n'est pas uniquement les architectes et les dirigeants des hôpitaux qui décident. On fait des processus où on a vraiment demandé, même aussi la femme de ménage, comment ça fonctionne pour vous, aussi tant que les patients. Ça, c'est la 2e ville du Danemark, Aarhus, qui vient d'ouvrir un nouveau hôpital. Et on a fait des blocs de boitois intéressants le mois dernier avec l'ambassade du Danemark à Paris. On collabore beaucoup, on reçoit 5 délégations de Français par an. On a reçu le CHU de Lyon qui veulent aussi construire. Ils sont venus il y a un mois et on a passé des journées ensemble où on a discuté avec les cliniciens sur les blocs de boitois. Ça a été très intéressant pour nous et pour eux, j'espère. Je sais qu'en France, vous êtes sur le même chemin de traitement ambulatoire et lit, juste pour vous montrer que notre activité en ambulatoire continue à monter et en même temps, évidemment, les nombres de jours du lit diminuent. L'hôpital universitaire le plus grand du Danemark est dans la ville où nous habitons et c'est, par exemple, cet hôpital a environ 1000 lits et quand il va être fini, le nouveau hôpital, on va avoir environ 800 lits. Et ça veut dire que les municipalités doivent jouer un rôle important. Ça veut dire aussi que ce matin, vous avez parlé de formation continue, que quand on a fermé les départements, les municipalités, on a fait beaucoup de formations ensemble pour les maladies, les malades chroniques, que les infirmières dans les municipalités sont spécialisées aujourd'hui aussi à jouer un rôle important avec les médecins généralistes. Je crois que je ne vous ai pas parlé de médecins généralistes, mais les médecins généralistes sont vraiment une personne clé dans notre système de santé. Ils sont aussi libéraux, mais 90% de l'activité de notre système de santé est réglée chez les médecins généralistes. Nous avons 3500 médecins généralistes et ils sont environ... Ils sont en moyenne 1600 patients et en moyenne, chaque citoyen est en contact avec le système de santé primaire 7 fois par an. Et le médecin généraliste joue le rôle du gardien d'accès entre les niveaux primaires et les systèmes de santé spécialisés.
Ça veut dire que si je suis malade le week-end et que je voudrais aller à l'hôpital, aux urgences, je n'ai pas le droit. Je dois téléphoner à mon médecin spécialiste qui a aussi des locaux à côté des urgences et qui m'examine d'abord et la plupart des fois je suis renvoyée à la maison. Alors les Danois acceptent que nous ne pouvons pas nous appointer dans l'hôpital nous-mêmes, c'est seulement si on vient presque en ambulance. Oui, je reviens. Attends, une seconde. Ce qu'on voudrait obtenir, en fait, oui, j'espère que c'est clair, c'est un diagnostic plus rapide, un bon traitement la première fois, une utilisation flexible des lits et plus de place. On espère d'avoir moins de séjours à l'été, évidemment plus de traitements ambulatoires que nous avons déjà et moins de réadmissions. Cela, on ne peut pas le faire sans avoir un traitement qui commence dans l'ambulance. L'ambulance est aussi connectée et totalement numérique. Ça veut dire que quand l'ambulance arrive, on est prêt, on sait de quoi il s'agit, on sait où procéder. En moyenne, nous avons une moyenne de 7 à 8 minutes de temps de réponse et nous essayons vraiment de mettre en œuvre que notre système de pré-hôpital est plus avancé. Nous avons aussi évidemment des hélicoptères parce qu'il peuvent être des cas où il y a 2 heures pour aller à l'hôpital universitaire où on a besoin d'un hélicoptère. Les ambulances sont privées mais totalement liées aux hôpitaux depuis septembre 2015. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on inscrit une patient aux soins d'urgence chez nous. Quand les Français arrivent dans les soins d'urgence, les délégations, ils sont très étonnés parce que c'est très calme et parce que tout est fait en numérique. On sait, il y a ce qui s'appelle en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, un flow master. C'est un homme, médecin spécialiste, qui dirige tous les autres et qui savent exactement où on est. Et en moins de 4 heures, soit que les patients soient renvoyés à la maison, soit qu'on commence un traitement approprié. Ça veut dire que pour nous, il n'y a pas un grand dilemme entre la technologie et l'homme. On pense que la technologie nous aide à avoir le temps pour les gens, pour les hommes qui ont besoin. Moi, qui est une personne très sociable, pensais quand j'ai entendu que les nouveaux hôpitaux vont avoir les chambres d'un lit. C'était un de nos grands hommes politiques. Il a eu un cancer et je pense que le fait qu'il avait été hospitalisé a joué un rôle dans le pays. Parce que c'est lui qui a commencé par dire les nouveaux hôpitaux vont avoir qu'une chambre à un lit. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi les études fondées sur les données probantes qui montrent que les patients ont moins de jours dans un lit car ils peuvent dormir sans être dérangés, il y a moins de risques d'infection, il y a une meilleure communication et peut-être aussi confidentielle entre le médecin, le personnel de soins. Il y a même la possibilité, là vous ne le voyez pas si bien parce que ça c'est qu'une maquette, parce que pour construire les hôpitaux on a fait beaucoup de maquettes où les patients, les professionnels pouvaient voir est-ce qu'il y a assez de place et on a construit d'une manière très flexible que toutes les chambres dans un hôpital se ressemblent presque. Ça veut dire que si on doit fermer un bâtiment, on peut le transmettre à d'autres choses. Mais les chambres d'un lit ont aussi toujours un lit pour un membre de la famille. Et puis, oui, je veux dire que l'infrastructure d'informatique et logistique nous donne des flux efficaces
on utilise beaucoup de robotique et des systèmes automatisés aussi pour que si j'arrive comme patient dans un grand hôpital, je peux sur mon iPhone tout de suite voir où je vais. On n'a pas besoin de guide. Et parfois, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites avec les personnes âgées? Et ce que je voulais vous dire, c'est que oui, on sait qu'il y a peu de gens qui reçoivent encore au Danemark des lettres dans leur boîte aux lettres. Mais nous avons pris l'habitude que toute communication avec soit la municipalité, soit avec l'État, est faite par mail. Et notre société civique a donné beaucoup de cours aux personnes âgées. Ça veut dire que les personnes âgées, en moyenne, sont même meilleures que certains jeunes des familles déprivées. Alors, nous sommes vraiment un pays numérique. Juste pour mentionner que nous avons été très inspirés aussi par la France. Quand vous faites un aéroport, tout fonctionne bien. On pense que c'est possible de faire un hôpital de la même manière, que juste à temps pour assurer un flux rapide des patients. Il y a de nombreux domaines où le retard peut entraîner de séjours d'internement plus longs. Et pour éviter cela, de perdre le temps, on parle ouvertement de la logistique de l'hôpital, que ça consiste à connaître le positionnement et l'état de tous les équipements et fournitures qui sont utilisés. L'objectif est d'éviter les situations où le temps est gaspillé car des équipements ou des fournitures manquent. Par exemple, avant, quand il y avait, je ne sais pas comment vous dites, des porteurs qui devaient chercher un lit, on pouvait attendre longtemps, mais là, comme les porteurs ont tous un portable, c'est celui-là qui est le plus près du lit qu'il prend. Et dans la présentation de l'hôpital universitaire de Aarhus qui vient d'ouvrir, nous sommes numériques dans tous les domaines. Nous essayons aussi de penser des solutions de stockage automatique basées sur la technologie où on peut les construire dans les nouveaux murs des hôpitaux, comme j'ai mentionné, les robotiques, je vais passer vite. Et on utilise aussi une solution de radiofréquencie d'identification aussi pour le stockage de vêtements, pour vous dire des exemples. Ce matin, vous avez parlé de la même chose pour les... je pense qu'en France, vous êtes très en avance en télésanté, juste pour vous dire que 70% des patients concernés au Danemark sont inclus dans les télésanté au Danemark. Oui, et là, je pense... oui, je voudrais dire 2 mots encore. Oui, 100% des médecins généralistes qui sont libéraux utilisent des dossiers médicaux électroniques. Nous espérons que ça va bientôt être fini, pas encore, ça va durer des années, mais qu'on n'a pas des médecins généralistes seuls, mais des cliniques. Les vieux hôpitaux ont été utilisés en clinique de santé dans beaucoup de municipalités. On essaye de dire qu'une clinique avec 5 ou 10 médecins généralistes est important. Et oui, ça montre que la coordination et les soins cohérents existent au niveau de numérique. Pour résumer, nous devons avoir une vue d'ensemble de notre système de soins. Nous voulons essayer de maintenir notre système en équilibre. Nous pensons aussi que le rôle de l'hôpital va être un rôle plus consultatif que dans le futur et que l'équilibre, on peut seulement le garder si les municipalités continuent de mettre l'accent sur la prévention, la rééducation, les soins à la maison. Oui, et les soins de santé plus proches du citoyen, évidemment, est très important et que les patients doivent être impliqués
dans leurs propres soins et c'est très nécessaire. Alors les flux, les patients rapides, et ce qui est important, et c'est sûr que ça nous a duré 10 ans que les hôpitaux collaborent bien avec les municipalités, mais on trouve aujourd'hui que ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu, et c'est sûr que notre point faible encore, c'est encore les médecins généralistes, où il y a encore, on vient de faire un nouveau accord pour qu'ils rendent visite à la maison, ce qu'on faisait il y a 30 ans, mais on recommence à le faire un peu, aussi pour qu'ils s'occupent plus des maladies chroniques. J'espère que vous avez trouvé cette présentation inspirante et merci de votre attention.